Collègues, nous poursuivons nos auditions du jour avec une table ronde consacrée à la danse. J'ai donc le plaisir d'accueillir Madame Nadège Maclay, je prononce correctement? Bonjour Madame, coprésidente de l'association Chorégraphes Associés, et Madame Lucie Auger, trésorière. Bonjour Mesdames. Madame Lola Berthet, journaliste, et Madame Lola Rudroff, danseuse, productrice du podcast Accords perdus. Bonjour à vous deux. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant notamment. La danse n'est évidemment pas épargnée pour des raisons qui ont déjà été évoquées devant cette commission d'enquête. Nous avons donc souhaité vous entendre afin de confronter vos points de vue sur les violences morales, sexistes ou sexuelles qui sont commises au sein de ce secteur et étudier avec vous les pistes d'amélioration. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Vous en étiez informés, très bien. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, alors peut-être un tout petit peu moins parce que en plus nous avons des débats en hémicycle où il nous faut parfois suspendre la séance pour aller voter. Je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à allumer votre micro, à lever la main droite, à dire « je le jure » et à l'éteindre juste après pour que la personne suivante puisse prêter serment. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Je vous laisse la parole pour un propos liminaire si vous le souhaitez. Bonjour, je suis Lola Rudroff, danseuse et chorégraphe et co-réalisatrice de la série documentaire de podcast Accords perdus qui traite des violences dans le milieu de la danse académique. Bonjour, moi je voulais vous remercier de nous avoir invités à cette table ronde. Je suis ravie de constater que le sujet des violences dans la danse est enfin pris en considération, car ça a longtemps été ignoré, voire minimisé. Avant de commencer, moi je voulais juste préciser très très rapidement mon parcours, ma perspective. Je suis journaliste indépendante. Je ne travaille pas exclusivement sur les mondes de la danse et de la culture, même si c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. J'ai moi-même un petit parcours dans le monde du théâtre. J'ai fait une très 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 brève carrière de comédienne. Mon travail couvre d'autres thématiques, donc je ne suis pas spécialisée sur la danse. Comment j'en suis venue à m'intéresser aux violences dans ce milieu-là précisément ? C'est venu d'une discussion avec Lola, Lola Rudroff. On a entendu parler de l'affaire de Yann Fabre. Yann Fabre, c'est ce chorégraphe belge. Il n'est pas que chorégraphe, il est aussi artiste plasticien. Il est connu et reconnu à l'international. Et il a été condamné en 2022 à Anvers, en Belgique, pour attentat à la pudeur, ce qui correspond en droit belge, on va dire, à une agression sexuelle, ainsi que pour des violences et des humiliations infligées à des danseuses. Nous, on a été frappés avec Lola par cette affaire pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle a mis en lumière des violences systémiques dans ce milieu artistique. Ensuite parce que malgré l'importance de cette affaire, on en a très très peu entendu parler en France. Il y a eu très très peu de répercussions. Et donc avec Lola Rudroff, à ce moment-là, on s'est dit ok, on a envie de voir ce qui se passe en France, justement. On a envie de voir pourquoi on parle très très peu de la danse sur ces questions-là en France, et on a envie d'enquêter. Lors de notre enquête, on a malheureusement découvert que les violences sexistes et sexuelles sont très répandues dans le milieu de la danse en France. Nous, on s'est concentré sur la danse académique, je précise quand même, donc c'est-à-dire la danse classique, contemporaine, moderne, jazz, en tout cas la danse qui est enseignée dans les conservatoires, dans les grandes écoles reconnues. C'est clair, toutes les danseuses avec lesquelles nous nous sommes entretenues nous ont confié avoir soit été témoins, soit avoir été victimes d'une VSS. Donc c'est énorme. Mais ces violences restent largement tabous, notamment parce que les danseuses craignent beaucoup de perdre leur travail si elles parlent. Et ça, on y reviendra, mais c'est omniprésent. Je parle de danseuses parce qu'on a choisi de se concentrer sur elles. Non pas parce que les danseurs ne vivent pas de VSS ou d'autres formes de violence, mais parce que c'est un milieu qui est à dominante féminine
et les danseuses sont la cible de la plupart des violences. Donc on a fait ce choix de nous concentrer sur elles. Notre démarche avec ce podcast avait 2 objectifs principaux. Déjà, poser ce sujet sur la table, amener un petit peu ce sujet sur la scène publique en quelque sorte, faire émerger des témoignages qui autrement n'étaient que très peu entendus, et analyser les mécanismes qui permettent à ces violences d'exister, de se perpétuer et d'être banalisées. Donc notre travail consistait surtout à essayer de réfléchir sur le cadre de travail, le milieu professionnel, la manière dont se structure la profession, mais aussi sur la culture qui est propre à ce milieu, qui favorise ces comportements, et on pourra en parler plus en détail, bien entendu, au cours de cette audition. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez compléter? Allez-y, Madame Auger. Alors, pour ma part, si je me présente devant vous, c'est avant tout en tant que danseuse et chorégraphe d'une compagnie de danse contemporaine basée en province et représentante d'un syndicat d'artistes-auteurs qui défend le droit d'auteur en chorégraphie. Ce syndicat a été créé il y a une vingtaine d'années par des chorégraphes souhaitant se fédérer sur des questions de droit d'auteur. Nos adhérents sont majoritairement des femmes, à plus de 80%, des chorégraphes, des danseurs et anciens danseurs, exerçant dans le domaine de la danse contemporaine à la tête de petites compagnies disséminées sur tout le territoire, même si 50% proviennent d'Île-de-France. Celles-ci sont majoritairement subventionnées au projet, mais elles le sont globalement à des niveaux inférieurs à la moyenne, et aucun de nos adhérents n'est à la tête d'une grande institution type Centre chorégraphique national. Dans mon cas, débutant la danse à l'âge de 6 ans, par la gymnastique d'abord, c'est suite à une blessure que je me tourne définitivement vers la danse. S'ensuit 10 ans de pratique en école de danse privée, en conservatoire, jusqu'à l'obtention du diplôme d'État de professeur de danse. Mais j'ai envie de créer, et j'ai donc très vite compris que pour exercer mon art, il faudrait que j'en passe par la case danseuse-interprète, même si je détestais la position d'asservissement, afin d'acquérir la légitimité de devenir chorégraphe. Témoin et victime de bien des situations d'abus et de violence, j'ai eu besoin de me réapproprier mon langage en prenant soin du cadre de mon expression artistique. Reprendre la main afin de pouvoir créer dans un cadre bienveillant et plus respectueux, car le contexte, le voici. La danse est un art qui s'apprend et se façonne dès le plus jeune âge, face à une glace, où le corps est l'instrument de travail soumis à une discipline stricte. On a coutume de dire qu'il faut à peu près 10 ans pour faire un danseur. Un art dans lequel les carrières sont courtes, 15 ans en moyenne. Elles sont bien évidemment précaires, composées de contrats courts, peu rémunérateurs, exercés dans un petit milieu où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Un art où le toucher est primordial, où l'on peut se retrouver très facilement proche et où la limite physique peut être difficilement imposable. Le tout sous le regard et les consignes d'un chorégraphe, souvent tout puissant, dans une relation de fascination face à la création artistique, propice évidemment au mécanisme d'emprise. Enfin, les danseurs ont un niveau de résistance à la douleur physique et aux brimades psychologiques bien supérieur à la moyenne, puisque intériorisés depuis l'enfance. Un corps au centre de tout, une dimension sacrificielle, une banalisation de la violence sous couvert de l'artistique, un système d'emprise et d'abus de pouvoir. Rajoutez à cela la dimension historique sulfureuse et fantasmée de la danseuse souple et légère. Vous l'aurez compris, nous avons bien là les ingrédients pour un cocktail éminemment explosif, propice au développement des violences sexistes et sexuelles. Pour étayer nos propos, nous avons fait passer la semaine dernière un questionnaire à nos adhérents, qui sont au nombre d'une centaine. Après avoir rappelé en introduction ce qu'est une violence sexiste et sexuelle, nous leur avons posé les questions suivantes. Dans votre parcours de danseur et ou de chorégraphe, avez-vous été victime dans le cadre de votre formation? Oui, non, je ne sais pas. Dans un cadre professionnel? Oui, non, je ne sais pas. Et dans un cadre extra-professionnel, informel, type sortie de spectacle ou autre? Oui, non, je ne sais pas. Avez-vous été témoin? Dans un cadre de formation, dans un cadre professionnel, dans un cadre extra-professionnel, avec à chaque fois l'entrée « oui, non, je ne sais pas ». Auriez-vous un exemple à partager, sous couvert d'anonymat? Et enfin, avez-vous des préconisations pour faire évoluer cette situation? En 4 jours, nous avons reçu 70 retours.
Il semble que notre questionnaire ait dépassé le cadre de nos adhérents et que ceci les fait circuler par d'autres biais. Il en ressort les chiffres suivants. Dans le cadre de votre formation, avez-vous été victime ? 30% répondent oui. Dans un cadre professionnel, avez-vous été victime ? Plus de 43% répondent oui. Dans un cadre extra-professionnel, avez-vous été victime ? 34% répondent oui. Dans le cadre de votre formation, avez-vous été témoin ? 31% répondent oui. Dans un cadre professionnel, avez-vous été témoin ? 43% répondent oui. Et dans un cadre extra-professionnel, avez-vous été témoin ? 35,8% répondent oui. S'ajoute à cela environ 10% de « je ne sais pas ». Nous avons délibérément rajouté cette case, je ne sais pas, et le questionnaire montre bien qu'il existe non seulement une méconnaissance profonde de ces questions, mais aussi une minimisation des faits observés. Comme en témoigne le formulaire suivant, aux différentes questions posées, la personne répond non, mais rajoute ceci en commentaire. Je suis consciente que j'ai la chance de ne pas avoir été victime d'une situation de VHSS. Si on exclut des insinuations à caractère sexiste que les danseurs ont appris à supporter. Heureusement, je n'ai jamais subi d'agression physique. Voilà, méconnaissance des signaux faibles donc, ou ce commentaire dont certaines cases étaient remplies oui, disant « je ne peux rien dire, désolé ». Nous avons reçu des témoignages édifiants de personnes racontant leur brimade, leurs propositions indécentes, leur agression sexuelle et même un viol. La plupart de ces témoignages parlent systématiquement d'abus de pouvoir et de situations asymétriques émanant de personnes détentrices d'autorité. Professeurs, danseurs avec un grade supérieur, chorégraphes bien sûr, chorégraphes à la tête de centres chorégraphiques nationaux, programmateurs de scènes conventionnées, de scènes nationales, mais aussi conseillers DRAC en charge de la danse en région. Mais il faut comprendre l'écosystème. Passons le contexte de la formation, où là encore ces violences s'exercent à tous les niveaux. Où les danseurs, une fois formés, vont-ils travailler et dans quelles conditions ? Hormis les grosses maisons que vous avez peut-être déjà auditionnées pour certaines, opéra, ballet, où les danseurs sont majoritairement de formation classique et en CDI, il existe 19 centres chorégraphiques nationaux qui sont aux mains de chorégraphes, dont seulement 3 femmes actuellement. À l'esthétique majoritairement contemporaine, voire hip-hop. Il existe en France environ 500 compagnies chorégraphiques indépendantes d'esthétique à majorité contemporaine, mais aussi hip-hop, et très peu en classique ou en jazz. Une écrasante majorité de ces compagnies chorégraphiques indépendantes sont des associations, 98% selon les derniers chiffres, qui datent de 2011. Une compagnie, c'est quoi ? Elle est constituée d'un chorégraphe qui porte un projet artistique pour lequel il choisit ses collaborateurs, donc danseurs, techniciens, musiciens. Il peut être aidé par un chargé d'administration et de production, lui-même bien souvent intermittent, sur quelques jours. Passer le temps nécessaire à réunir les fonds pour pouvoir payer le temps de studio, qui peut prendre 1 ou 2 ans, vient le temps de la création où le chorégraphe entre enfin en résidence avec les danseurs. Ce travail dure en moyenne entre 6 à 12 semaines, généralement découpé dans le temps, dans des endroits différents, au gré des partenariats consentis avec des conditions d'accueil et d'hébergement très différentes et le plus souvent éloignées de son domicile. La grande majorité des chorégraphes et donc des danseurs employés exercent dans des compagnies indépendantes à l'économie fragile, constituées en association. Bien souvent, le chorégraphe relève lui-même du régime de l'intermittence et il ne figure donc pas dans le bureau de l'association qui porte ses projets. Le chorégraphe a donc la responsabilité et le poids de la mise en œuvre de sa création, mais il n'en a pas la responsabilité légale. Celle-ci relevant du bureau, à majorité bénévole, n'ayant pas toujours une culture d'employeur très développée. Il existe depuis 2022 une obligation de formation, la nomination d'un référent et la mise en place d'un dispositif de lutte contre les VHSS dans le domaine du spectacle vivant. Cela se concrétise par la conditionnalité du versement des aides du ministère à la mise en œuvre des engagements prévus dans le plan de lutte contre les VHSS dans toutes les structures qui reçoivent des subventions, y compris donc les compagnies indépendantes. Néanmoins, il semblerait que son application soit sujette à des difficultés de mise en œuvre liées à son cadre, qui est assez flou.
En effet, connaissant la réalité des compagnies chorégraphiques, bien souvent constituées en association, il y a trop d'interprétations dans leur mise en œuvre. Cela relève une méconnaissance du secteur dans sa capacité d'application de la législation. Est-ce au chorégraphe d'être référent VHSS ? Est-ce au directeur adjoint d'une grande compagnie chorégraphique d'être référent VHSS ? Est-ce normal qu'une danseuse qui travaille régulièrement depuis 10 ans dans un centre chorégraphique national n'ait jamais entendu parler de VHSS, ni même d'un référent sur le sujet ? Et à qui et pour qui sont destinées ces formations ? Mes exemples ne sont pas dus au hasard, c'est ce que j'ai pu observer sur le terrain en menant aussi des entretiens. Notre secteur est, vous l'aurez compris, un petit milieu où tout le monde se connaît. Chorégraphes, danseurs, directeurs de structures, agents de l'État ou des collectivités territoriales, mais peu réagissent. Bien des compagnies et des chorégraphes tentent d'être vertueux sur le sujet, mais ils sont eux-mêmes affaiblis par un système où l'on manque de contre-pouvoir. La sensibilisation, encore et toujours, doit être à l'adresse de tous, et quel que soit son contrat de travail ou sa position dans l'organigramme. Des référents VHSS doivent se fédérer pour pouvoir mettre plus de distance et pallier un manque de ressources humaines internes aux compagnies. Il en va de la responsabilité de l'État de beaucoup mieux examiner ces questions et notamment les candidatures à des postes de responsabilité. Pour qu'enfin se pose toujours la seule question qui est son importance, celle du consentement artistique. Voilà, j'en ai fini pour mon propos introductif. Merci Madame Maclay, vous voulez... Non, nous avons décidé que c'était Lucie aujourd'hui qui était porte-parole du syndicat pour rendre les choses plus claires. Très bien, merci beaucoup. Bien, évidemment, ce que vous dites renvoie à des situations qu'on a déjà beaucoup entendues dans cette commission d'enquête, qui à chaque fois reproduisent à peu près les mêmes schémas, c'est-à-dire des personnes qui à la fois ont une passion, ont un désir de bien faire, une fragilité intrinsèque liée au fait de ne pas réussir ou de ne pas être à la hauteur ou de décevoir, et puis des personnes qui, elles, sont en situation de pouvoir et qui, dans un tout petit monde, comme vous l'avez dit, eh bien, se confortent les unes les autres. Pardon. J'ai une première question qui est sur les témoignages dont vous avez fait mention, sur les 70 témoignages que vous avez reçus. Vous parlez de centres chorégraphiques nationaux et de conseillers DRAC régionaux. C'est-à-dire qu'en fait, dans les témoignages que vous avez reçus, pour qu'on comprenne bien, il a été fait mention de directeurs, on va le dire au masculin, puisqu'il n'y en a que 3 qui sont des femmes, mais de directeurs de ces centres ou de fonctionnaires du ministère de la Culture qui représentent les DRAC. C'est ça ? C'est bien ça ? C'est bien ça. En fait, dans les témoignages qui nous ont été donnés via le formulaire que nous avons fait circuler, il est révélé, il y a au moins 3 témoignages qui concernent des conseillers de DRAC qui ont pu faire, qui ont pu faire des propositions indécentes ou des attouchements sur des propositions de rendez-vous dans des endroits, voilà. Et plusieurs aussi déclarent qu'ils ont eu des propositions indécentes de la part de directeurs de centres chorégraphiques nationaux. Je ne sais pas s'ils sont encore en activité ou non. D'accord. Juste préciser qu'ici, il n'y a pas de diffamation possible et qu'évidemment, nous sommes preneurs et preneuses des noms de structures, alors pas forcément face caméra, mais qu'au moins vous nous les communiquiez si nous devons faire des alertes au ministère, voire au procureur, le cas échéant. Monsieur le rapporteur. Oui, merci. Deux volets dans mes questions. Premier point sur la question de la formation et puis un deuxième point sur la pratique. Sur la formation, depuis très longtemps, et c'est un des seuls métiers, c'est le seul métier artistique où il y a une obligation de diplôme pour former des danseurs. Prof de musique, on peut être prof de musique dans une association musicale ou dans un petit conservatoire communal sans avoir nécessairement de formation et de prérequis définis par la loi. Donc malgré tout, vos chiffres sont assez édifiants et vous parlez de 30%, il me semble, de personnes sur la formation durant sa formation qui déclare avoir été victime
alors d'agression sexuelle ou d'agression morale, enfin d'harcèlement moral, enfin ça, je sais pas le détail. D'ailleurs, si on pouvait avoir le détail de vos questionnaires et l'ensemble des réponses, si vous anonymisez, ça nous aiderait bien. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faut renforcer dans les formations le côté justement le volet sensibilisation aux violences morales, sexuelles et sexistes? Est-ce que vous pensez qu'il y a des lacunes et que là-dessus les formations sont insuffisantes? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un levier pour améliorer les choses? Et est-ce que une grande sensibilisation aussi sur ce rapport au corps extrêmement particulier à la danse et la responsabilité qu'il y a quand on est formateur par rapport à des jeunes danseurs, danseuses, à des corps qui sont déjà souvent parfois fragiles, et puis aussi des sensibilités, enfin des personnalités en construction, puisque quand on est jeune, on est en construction. Est-ce que là-dessus, vous pensez qu'il faudrait renforcer ce qui est déjà pour la danse dans le secteur artistique le plus encadré? C'est bon? Ah oui, voilà. Oui, c'est évident qu'il faut renforcer ça. Et il me semble que dans le diplôme d'État, il n'y a aucun volet qui parle de consentement, de toucher, ou en tout cas, ces thèmes ne sont pas abordés dans la formation de professeur, en tout cas à l'époque où moi je l'ai passé. Non, voilà. Par exemple, à titre personnel, moi j'ai été formée, en tout cas pour passer mon examen d'aptitude technique, donc une espèce de mise à niveau pour ensuite pouvoir passer son diplôme d'État. J'étais en formation dans une école où il y avait un professeur qui, quand on n'appliquait pas ses consignes, nous lançait des chaises ou des choses. Et c'est ce genre de personne qui est en charge de former les futurs professeurs. Et ça questionne énormément, ça pose beaucoup de problèmes. Oui, enfin, c'était dans une école privée, mais comment ça se fait que ce genre de personne, je ne suis même pas sûre qu'il ait un diplôme d'État, puisse pouvoir former d'autres professeurs, en fait. C'est la question que je pose. Madame Auger, je voyais que vous vouliez compléter. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, le diplôme d'État est institué dans seulement 3 disciplines de la danse. Le classique, le contemporain et le jazz. Il échappe aux autres disciplines qui peuvent être enseignées. D'ailleurs, on a subi des pressions énormes au moment où on a voulu le faire. Je sais. Dans le cadre de la loi, il y a 2 ans. Exactement, oui, et je sais bien. Et déjà, à l'époque où le diplôme d'État a été institué, il y a eu beaucoup... Vous êtes censeur à l'époque. Bien sûr, mais c'est évident, mais ça ne m'étonne pas du tout. Et on sait d'où ça vient, ne vous inquiétez pas. Mais ce qui se passe, alors il faut aussi comprendre que suivant les disciplines, il n'y a pas tout à fait le même rapport au corps, au toucher et à l'enseignement. D'accord ? La danse, d'ailleurs, la danse contemporaine, c'est aussi créé en opposition à la danse classique. On a cherché à enlever les chaussons, on a cherché à libérer un peu plus le corps, etc., etc. Donc, il y a aussi des disparités entre les disciplines. Ça, c'est évident. Ensuite, par contre, effectivement, et Lola l'a souligné tout à l'heure, il n'y a absolument pas de volet qui parle justement de ces questions-là. Le diplôme d'État, c'est des UV qu'on passe, et comme l'a dit Lola, on vérifie qu'on sait danser, pour pouvoir après arriver à l'étape d'après, où on a un UV d'anatomie, d'histoire de la danse et de pédagogie. Ça s'arrête là. Donc, par contre, dans le volet pédagogique, effectivement, là, ces questions pourraient être abordées, ou en tout cas mises en partage. Et après, il ne faut pas oublier qu'il y a un système reproductif qui est inhérent à tout. Quand on a appris qu'on devait nous balancer ou nous taper sur les doigts, malheureusement, on reproduit la même chose, une fois même arrivé, même avec un diplôme d'État, parce que c'est ce qu'on a subi, nous. Et c'est comme ça qu'on apprend la danse. Il faut aussi lutter contre ces a priori où on reste là-dedans et on perpétue sans arrêt. Donc c'est cette chaîne aussi qu'il faut, à mon avis, briser. Merci. Mais pour compléter,
si après je te passe la parole direct. Pour compléter là, justement, vous disiez qu'il y avait un rapport au corps qui était déformé, j'ai envie de dire ça, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tous les cas, en tous les cas, on apprend à se faire mal, comme dans le sport de très haut niveau. On apprend à supporter la douleur. On apprend que le mal peut être... c'est indispensable à la pratique, à la progression, etc. Ça, il me semble que pour moi, c'est un ferment extrêmement important de la survenue possible de violences sexuelles ou morales, parce que, comme vous le disiez très bien, en fait, on s'habitue à la douleur et du coup, on s'habitue à des choses auxquelles normalement on ne devrait pas s'habituer. En même temps, j'ai du mal à voir comment on peut pratiquer la danse sans avoir mal. Alors, la question que je vous pose, et pardon, elle est sans doute un peu naïve, mais à part avoir fait, je crois, 1 an de danse en 6e et pour la paix dans le monde, et j'ai préféré arrêter. Je pense que, enfin, j'ai du mal à voir si on peut faire les deux de manière séparée ou pas, et donc n'ayant pas pratiqué cette discipline. Moi, juste pour compléter sur ce sujet, alors moi, il s'avère que j'ai fait de l'athlétisme à un haut niveau. J'ai été en équipe de France d'athlétisme, j'ai eu plusieurs sélections internationales, et j'ai eu des entraîneurs qui m'ont toujours appris le contraire, qui m'ont toujours appris que quand j'avais mal, c'était un signal et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, tout le temps. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le sport de très haut niveau, cette question, elle est intégrée en partie. C'est-à-dire avoir mal, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche et que c'est une alerte. Et que c'est une alerte qui va peut-être coûter très cher pour la suite parce que c'est la blessure. Et est-ce qu'en danse, ça est intégré maintenant ? On a quand même vu, j'ai quand même perçu quand on a été voir l'école de l'opéra qu'ils avaient énormément changé et qu'il y avait un accompagnement préventif bien plus important sans doute qu'il l'a été. Est-ce qu'en danse, ça a suivi ? Parce que justement, et là je vais tout à fait dans le sens de la présidente, c'est que apprendre à avoir mal, c'est apprendre à excuser aussi des maltraitances. C'est-à-dire, tu vois, tu as eu mal, ce que je vais te faire, c'est peut-être pas bien, tu vas peut-être avoir mal, mais c'est pas grave. Mais c'est surtout aussi ça, notre corps ne nous appartient plus dès lors qu'on n'a plus les signaux nous-mêmes d'alerte sur ce qu'il faut faire. Donc est-ce que c'est possible ? Voilà. Moi, j'ai peut-être une petite suggestion. C'est d'inclure dans la formation un volet pratique somatique, style Feldenkrais, Pilates. Alors Pilates, pas Pilates fitness, mais quelque chose qui voit le corps différemment et qui permet de se distancier, de pas être dans l'effort, mais dans j'aime pas le mot bien-être, mais dans quelque chose comme ça, et qui vous distancie avec cet effort qu'on doit fournir, qui est vrai, hein, c'est comme ça. Mais voilà, moi oui, moi je chorégraphie toujours et j'ai pas le même âge qu'elle. Et j'ai fait du pilates et c'est vrai que ça m'a apporté aussi une autre façon de voir les corps. Parce que c'est ça aussi en tant que chorégraphe, on les voit en tant que danseur, c'est bien, mais il faut les voir aussi en tant que corps humain, c'est idiot ce que je dis, mais pas seulement qu'en tant que danseur. Et du coup, la transmission est autre et les mots sont autres. Quand on veut... le toucher aussi. Oui, et le toucher, bien entendu. Moi, il ne me viendrait jamais à l'idée, si je travaille avec quelqu'un et que je m'approche de quelqu'un ou quand je donne un cours, de ne pas leur demander si c'est OK si je les touche. Après, une fois que le consentement est là, mais ça ne me viendrait pas à l'idée de ne pas le faire. Parce que d'abord, il y a un respect, et puis bon, respect mutuel. Et voilà. Mais ce n'est pas toujours évident. Hein? Enfin, moi, sur la demande, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous touche ? Moi, j'ai toujours en tête cet exemple où les médecins généralistes ont eu comme consigne de demander si les personnes buvaient de l'alcool, par exemple. Et au départ, les médecins généralistes ont répondu en disant que c'était pas possible parce que c'était l'intime, qu'ils se sentaient pas de poser cette question. Puis finalement, en la posant, les gens répondent. Et puis aujourd'hui, les médecins commencent à poser la question des violences sexuelles. Et c'est pareil, c'était l'ordre de l'intime, ils n'y arrivaient pas. Puis quand ils posent la question, les gens répondent. Et en fait, j'ai l'impression qu'on se fait une montagne de poser des questions juste sur le consentement qui, en réalité, pourrait très bien donner lieu à des consentements éclairés et surtout à une habitude de le donner, ce qui semble quand même important. Excuse-moi, le rapporteur, monsieur le rapporteur.
Tout ça sont des sujets très pertinents. Alors, votre milieu, il est, vous interrogez sur la danse, c'est très intéressant dans le cadre de notre commission d'enquête, parce que vous êtes un peu paroxystique de tout ce qu'il y a dans le milieu de la culture et de la création culturelle. Il y a le rapport au corps, on l'a dit, qui est un rapport au corps extrêmement important, et voilà, la question de la douleur. Mais la question de la douleur, ça ne veut pas dire nécessairement on peut avoir mal, mais c'est pas avoir mal, c'est pas la même chose que la douleur qui blesse, c'est pas la même chose. C'est pour ça que je le redis, hein, c'est important de faire des squats parce qu'on doit travailler sa puissance musculaire. Oui, ça fait très mal, mais c'est pas une douleur qui est une douleur qui est là et qui est forte tout le temps, et voilà. Bon, bref. Et sur l'autre question qui est aussi importante dans ce milieu, dans votre milieu, c'est la question du rapport de séduction. On a eu c'était un dramaturge qui est venu nous dire, et c'était intéressant, et on a eu un dialogue très intéressant sur la question du désir. Et la question du désir qui peut exister entre la personne qui fait tourner quelqu'un ou qui fait danser quelqu'un. Et sur ce sujet-là, j'aimerais avoir votre position sur comment on peut gérer ça. Parce que ça peut être naturel d'avoir un chorégraphe ou une chorégraphe qui souhaite, je ne vais pas employer le mot désir, qui souhaite plutôt travailler avec une personne, parce que cette personne a peut-être à un moment donné un corps qui correspondra mieux à son geste dramaturgique ou au geste ou à la dramaturgie, à l'émotion qu'elle veut faire. Mais on voit que ça peut conduire à des abus. Parce qu'on peut tomber dans quelque chose qui n'est plus le désir, mais de la séduction, et de la séduction sous rapport d'autorité. Et comment on peut gérer ça, et comment vous gérez ça dans vos pratiques à vous aujourd'hui ? Moi, ce que je peux dire de ce que j'ai observé, hein, je ne suis pas danseuse encore une fois, mais de ce que j'ai observé sur ce rapport de séduction, déjà, en plus, il y a une chose, c'est qu'il commence très jeune parce qu'il y a la nécessité de se démarquer des autres pour avoir la chance de pouvoir danser en fait professionnellement. Parce que ce qu'il faut pas oublier quand même, la toile de fond, c'est que c'est un milieu où il y a très peu d'élus, ouais, on va dire, beaucoup de prétendants, beaucoup de prétendantes. Un milieu qui est très dur pour s'insérer professionnellement, un milieu où il y aura un ou une danseuse permanente ou permanent pour 10 intermittentes. Et en fait, les enfants, ils ont quand même conscience de ça quand ils se lancent dans cette voie, cette vocation de la danse. Ils savent que ça va pas être facile. Et donc, comment faire ? Ils travaillent tous énormément d'arrache-pied. Comment faire pour se démarquer ? Il faut plaire. Il faut qu'on nous remarque, il faut être l'élu au milieu de la foule. Et donc pour ça, on va entretenir aussi une forme de séduction. Les témoins de notre podcast, c'est ce qu'elles nous ont transmis. C'est, voilà, là je sens que tel professeur, il s'intéresse à moi en particulier. Et ben au début, ça me plaît. Je me sens remarquée, je me dis peut-être qu'il va m'emmener loin. Il y a cette idée en fait encore qui a l'air très présente, qui est celle vraiment du Pygmalion, et on va être remarqué, on va être porté, et puis on va peut-être finir danseuse étoile grâce à ça, quoi. C'est un peu le mythe de Billy Elliot finalement, mais dans l'autre sens. Voilà, moi j'ai remarqué ça, donc je pense que je sais pas ce qu'on peut imaginer, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que cette question de la compétition et de la dureté du milieu professionnel, je pense qu'il faut vraiment la prendre en compte, en fait. On peut pas l'éluder sur ce sujet-là. D'autant qu'il y a quand même une appréciation artistique, c'est-à-dire qu'en fait c'est ça qui est... Il n'y a pas d'objectivation forcément de la... Enfin, il y a une objectivation jusqu'à un certain point, puis au-delà de ce point, il y a une forme d'appréciation un peu subjective des personnes qui sélectionnent ou pas, ce qui rend la chose plus compliquée, quoi. Bon, après, quand vous parlez de rapport de séduction, il y a une volonté de réussir, une volonté de plaire à la personne qui évalue. Ça n'est pas une séduction de l'ordre du registre amoureux. Enfin, j'imagine que... Ou alors, elles vous ont dit que c'était de l'ordre du registre amoureux ? Alors, du coup, pour juste répondre à cette question, je pense à un témoignage en particulier où, en fait, cette jeune fille qui a 15 ans au moment des faits,
est remarquée et distinguée dans son cours par son professeur, le professeur avec qui elles ont 20 heures de cours par semaine. Donc en plus, elles sont très 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 souvent avec cette personne. Qui la remarque parce que elle est bonne élève, elle danse bien, mais enfin c'est pas la seule. Et puis il commence à lui prendre la main tout le temps pendant le cours et elle le dit comme des amoureux. Et au début comment dire, au début elle interprète ça comme une chance. On m'a repéré. Et elle ne repousse pas tout de suite avec fermeté ce geste parce qu'elle l'interprète comme la preuve qu'elle va pouvoir avancer dans ce milieu. Donc en fait, c'est pas un rapport de séduction, bien sûr, voulu de sa part à cet enfant. Mais elle va entrer dedans un tout petit peu parce qu'elle comprend pas ce qui se passe et parce qu'en fait, c'est un petit peu le mythe sous-jacent dans ce secteur, j'ai l'impression. Après, peut-être que... Oui, après que elle, enfin, c'est toujours pareil, c'est que c'est à lui de pas prendre la main, quoi. C'est-à-dire que elle a 15 ans, elle veut réussir, elle veut devenir danseuse étoile, voilà. Mais dans ce que vous décrivez, c'est pas véritablement une séduction amoureuse. C'est-à-dire que comme un amoureux, j'imagine que si elle le dit comme ça, c'est déjà qu'elle identifie qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas complètement au bon endroit non plus, quoi, par rapport aux autres. Après qu'elle ait un désir de réussir, ça, j'ai envie de vous dire, sinon elle ferait pas 20 heures de travail par semaine sur cette discipline-là. Donc, encore une fois, c'est à lui de ne pas prendre la main, c'est lui qui prend la main, c'est lui qui se met dans une situation qui n'est pas correcte. C'est lui l'adulte. Donc c'est à lui ou à elle d'ailleurs, je ne sais pas. Mais il y a aussi le fait de libérer la parole. Il faut que les gens en parlent. Et il faut que les gens qui aussi par exemple dans la classe, peut-être les autres élèves qui ont vu ça, peut-être qu'elles en parlent aussi. Il faut libérer la parole, il faut en parler, il faut éduquer, il faut en parler. Enfin, moi, je pense que si elle avait dit à un moment, si elle se serait permis de dire ben non, c'est pas normal que vous me preniez la main, etc., peut-être que ce serait arrêté. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de... Oui, aussi les collègues avaient dit... c'est ça, voilà, mais c'est le groupe aussi. Le groupe est important, parce que le groupe, mais les collègues c'est professeurs... pas mon problème. Voilà. Et le professeur. Les adultes de la... Oui, aussi. Oui. Aussi que la danse, bien qu'étant une discipline collective, d'accord, on est tous ensemble avec un professeur, les professeurs n'assistent jamais ou rarement au cours des autres. Donc quand on est dans une salle de danse, il ne faut pas oublier qu'on est dans un espace clos, face à une glace, avec une figure d'autorité et d'autres élèves. Donc il y a un rapport de domination qui est extrêmement puissant. Et il est assez rare, d'ailleurs, moi là je parle vraiment pour... dans les multiples écoles de danse privées, parce que vous avez beaucoup parlé des conservatoires et des institutions comme celle-ci, la danse est énormément pratiquée dans des écoles de danse privées disséminées sur le territoire, où là, c'est une professeure de danse qui donne tous les cours, qui est à la tête de son association, qui est généralement vue comme un demi-dieu, toutes les élèves, voilà. Et là, il y a personne qui vient vérifier ce qui se passe dans le cours. Clairement, il y a personne. Et il y a personne qui n'est invité d'ailleurs là-dedans. Donc c'est toujours très compliqué. Et pour en revenir à la question de la séduction dont vous évoquiez tout à l'heure, moi je me souviens d'un témoignage que j'ai recueilli d'une danseuse dans un cadre professionnel qui se fait, à la fin d'une représentation, se fait embrasser sur la bouche par le chorégraphe. Exactement. Ouais, il y a aussi plein de gens qui l'ont fait. Là. Ça, c'est revenu souvent, ça, ces embrassades. Et la danseuse dit, moi, sur le coup, j'ai été choquée, mais après, j'ai été un peu comme sur un petit nuage parce que j'avais l'impression d'être élue et je l'ai vu comme un rapport romantique. Je l'ai vu comme une situation romantique et tout à coup, ça m'a porté, ça m'a donné des ailes. Et puis, évidemment, il ne s'est rien passé de plus derrière. Je n'ai pas eu plus de... Voilà. Mais, donc, c'est toujours très, très mélangé et même la personne qui est victime de ça a aussi du mal à ne pas se reconnaître dans une situation romantique parfois. Et ça, c'est des fois difficile de s'en extraire. Ben oui. Voilà. Ça ramène au sujet initial de la désir, séduction. Voilà. Bon,
on pourrait imaginer C'est que quand même une agression sexuelle. voilà, on pourrait imaginer que sous rapport d'autorité, ça s'interdise. Voilà, vous êtes professeur, homme ou femme, vous avez des élèves, vous vous interdisez ça, parce qu'effectivement vous êtes l'adulte et l'enfant peut avoir ce désir plus et être dans une position d'incompréhension par rapport à ça, ou de volonté d'aller justement chercher le regard voilà, et l'approbation. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure d'un sujet qui pour moi est dans la danse et dans tous les milieux du champ de la commission d'enquête, c'est la question de la reproduction de pratiques. Comment on casse ce qui est... Ça, vous nous l'avez dit là tout à l'heure, vous avez pris l'habitude de vous prendre des chaussons à travers la salle, le studio de danse. Parfois, c'est des objets plus dangereux. Et puis, quand vous êtes professeur, vous faites la même chose parce que vous l'avez appris. Ça, c'est chez vous, mais on a vu que chez les techniciennes, vous avez pris l'habitude d'avoir la petite remarque, la petite blague un peu pas drôle, mais qui fait rire tout le monde. Donc, quand vous êtes en autorité, c'est vous qui la faites. Et comment on casse ça ? Est-ce que les formations qui sont mises en place maintenant, et là on a bien noté tout à l'heure l'idée de renforcer les formations violences morales, sexistes et sexuelles dans les formations initiales, mais comment est-ce que ça suffira et comment on fait pour casser cette culture un peu parfois je ne sais pas comment on pourrait l'appeler cette culture d'ailleurs, parce que je trouve qu'elle est assez caractérisée dans tous ces milieux, c'est-à-dire le petit côté, soit le petit côté potache un peu violent, soit la petite violence contrôlée qui n'est pas si grave. Enfin, il y aurait peut-être une définition à avoir sur ce terme. Qui souhaite répondre? Oui, Madame Berthet. Oui. Moi, ce que je peux dire, c'est que ce qui m'a marqué quand même en étudiant cet univers de la danse, et notamment comment se passaient les formations, c'est que c'est quand même des enfants très jeunes qui sont confiés à des institutions où généralement ils sont en pensionnat, ils sont un peu coupés de leur famille, isolés, et finalement les parents ne savent pas très bien comment ça se passe pour eux. Enfin, j'ai l'impression... Dans notre podcast, on a Florence Chémol, qui est docteur en psychologie, qui parle de système autoréférentiel et fermé. Donc un système qui s'auto-pense et qui fait ses propres règles et dont finalement on ne sait pas grand-chose. Lui-même a constaté que c'était très compliqué en fait d'interroger les écoles sur leurs pratiques et d'essayer d'ouvrir un peu les portes pour savoir ce qui se passe entre les murs et puis de faire venir des tiers en fait, des personnes extérieures. Donc peut-être que déjà, il y a une première chose à faire là-dessus, c'est-à-dire arrêter de fermer ces univers, vraiment de faire en sorte qu'on amène de l'extérieur là-dedans pour observer les pratiques, voir concrètement comment ça se passe. Ouais, voilà, déjà, moi je trouve que... Parce que ça, c'est quand même très frappant et très spécifique, il me semble, aux écoles de danse. Oui, l'internat, il n'y a pas beaucoup de disciplines qui imposent un internat, et surtout si jeune, quoi, parce que il y a des... On avait visité l'école de l'Opéra de Paris, où les enfants arrivent dès 9 ans, bon, alors c'est moins courant, aujourd'hui c'est 10 ans, 11 ans, mais quand même, il y en a. Et en effet, ils sont loin de leurs parents. Et d'ailleurs... Très loin. Et parfois très loin de leurs parents. Et d'ailleurs, j'ai une question là-dessus, c'est parce qu'on sait aussi que dans ces formations, et surtout quand elles sont d'excellence, les parents peuvent avoir exercer, parfois même de manière tout à fait inconsciente, une pression très forte sur leurs enfants. C'est pas forcément conscientisé, mais et cette pression, je trouve que ça rend encore plus difficile tout signalement de violence parce que ça renvoie à la possibilité d'être décevant pour ses parents, ce qui évidemment pour les enfants est très lourd à porter, quoi. Donc, est-ce que ça vous l'avez retrouvé dans les témoignages ou dans les choses que vous avez pu observer? Alors, là sur la question des mineurs, effectivement, oui, il y a les mécanismes d'emprise, ils peuvent s'exercer à tous les niveaux.
Après, moi, ce que je constate surtout, c'est que dans le milieu professionnel, encore une fois, nous, on est vraiment plutôt mis l'accent sur le milieu professionnel plutôt que sur le milieu de la formation. Il y a un système presque d'autorégulation interne dans une communauté. C'est-à-dire que les danseurs, sans les nommer, circulent et donnent des noms. Ah, attention, on va pas travailler avec machin parce que là. Donc là, on n'est pas sur il n'y a pas les parents qui interviennent dans l'histoire, mais il y a les pères qui quand même sont un peu prescripteurs. Mais toujours sous couvert d'anonymat. Hein. Généralement, on ne dit pas les noms parce qu'on veut pas faire attention. Mais quand on a entendu un nom, tout d'un coup, on le fait circuler comme ça pour lui dire attention. Là, il faut faire attention. Moi, je reviens un tout petit peu sur la question des préconisations. En tout cas, voilà. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a vraiment une méconnaissance de ce que c'est qu'une violence sexiste et sexuelle, et ça à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on ne parle pas seulement des danseurs, je parle aussi aux chorégraphes, on parle aux directeurs de structure. Voilà, il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là, et que cette formation sur les VHSS, elle a été très importante parce qu'elle a permis d'ouvrir un peu le débat, mais encore une fois, le flou, et on ne sait pas à qui ça s'adresse. Et en fait, elle devrait vraiment s'adresser à tout le monde, quoi. Je pense que c'est ce qui n'est pas compris, c'est le niveau de ce qui est très bas, c'est le niveau de conscience que c'est une violence. C'est ça le sujet. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille nous aussi, qu'on arrive à expliquer, que les formations démontrent que ce qui pour une personne paraît être une blague un peu lourde, machin, un peu, hein, c'est en réalité une violence pour certaines personnes, soit parce que ça leur rappelle des traumatismes, soit parce que c'est l'accumulation de cette même remarque. Enfin, excusez-moi, je vais être trivial, mais la personne qui prend une remarque une fois sur ses seins et qui prend sur sa poitrine, 50 fois à chaque fois qu'elle est en tournage, en machin, c'est ça qui devient violent. Et la conscience n'est pas nécessairement perçue par celui qui ou celle, peu rarement celle, sur l'exemple que je viens de donner, qui le donne. Et c'est là-dessus peut-être qu'on a un élément de travail. Et moi, ce que j'aimerais qu'on arrive à débloquer, c'est comment j'ai envie de dire, ce saut civilisationnel, transformation du rapport au corps, de ce que certaines appellent une culture du patriarcat, parce qu'effectivement c'est plutôt masculin, comment on franchit ce cap et par quoi on arrive à casser ce déclic. Enfin, le déclic qui permet de casser Oui, mais la parole, on voit qu'elle suffira sans doute pas, parce qu'il y a une reconduction des choses. Et moi, je suis effaré par le rapport qui vient de paraître là, du Haut Conseil pour l'égalité hier, où on se rend compte que les femmes sont de plus en plus féministes, et les hommes dans leur ensemble de plus en plus masculiniste. Il y a quand même un truc où on se dit waouh, ça fait un peu peur, quoi. Non, sur les blagues sexistes et tout ça, bon, je pense que on a fait le pas sur les blagues racistes, où toute personne qui fait une blague raciste se rend bien compte qu'elle fait une blague raciste. Et aujourd'hui, ça n'est pas du tout accepté, ce qui pour autant était absolument commun et probablement même très répandu à une période. Donc je pense qu'on a exactement le même chemin à faire, d'autant que à mes yeux, les blagues sexistes qui sont comme ça mises dans les milieux, répétées dans les milieux, ça peut être par inconscience encore que, mais ça peut aussi être un moyen de tester la résistance des gens. C'est-à-dire que moi, j'ai très souvent vu des process où dans la stratégie mise en œuvre pour aller jusqu'à l'agression ou le viol d'une femme en particulier, eh bien, ça commençait par des blagues sexistes, et puis petit à petit, ça se durcissait, et en fait, c'est pour ça qu'on parle de continuum et de violence sexiste et sexuelle, parce qu'en fait, ça prépare le terrain. Alors, tous, évidemment, ne vont pas jusque-là, mais ça permet à ceux qui souhaitent y aller, d'y aller. Donc, c'est dans cela que je pense qu'il y a vraiment un travail à faire, et que, encore une fois, sur les propos racistes, la société l'a fait. Ça ne veut pas dire que le racisme n'existe plus dans notre société, loin de là, mais ça veut dire quand même qu'il y a une conscience de ce qu'on fait.
Encore une fois, le niveau d'endurance de ces brimades et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'on est toujours dans des contrats courts. Donc en fait, bien souvent, quand ça se passe mal, bah, on attend le prochain contrat. Et puis des fois, ça se repasse mal. Donc il y a des instants de pause, c'est l'intermittence qui permet ça. Donc au fur et à mesure, à force d'endurer ces violences-là, on finit par s'y habituer. Moi, je pense qu'effectivement, il y a la parole. Il y a aussi repréciser ce que c'est qu'une violence sexiste et sexuelle, parce qu'on l'a vu dans ce qu'on a fait, il y a quand même beaucoup qui disent non, qui disent « je ne sais pas ». Et on sait que les « je ne sais pas » sont dans les « oui ». Pour moi, il n'y a pas de doute, en fait. Donc, ce qu'il y a, c'est vraiment parler, reformer, et que ça devienne systématique, en fait. Mais c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Mais ça prend du temps. Pour aller un peu sur plutôt le monde professionnel, on y est déjà un petit peu, mais pour continuer. Aujourd'hui, vous, quand vous êtes sur une création, dans une compagnie, alors il y a certaines compagnies qui ont des référents, elles ont été mises obligatoires pas complètement, c'est qu'il faut qu'on regarde un peu plus précisément pour la danse. Et je voulais savoir si vous, aujourd'hui, vous avez une cellule d'écoute dédiée, c'est-à-dire audience. Est-ce que vous êtes dans le champ de audience ou pas ? Vous êtes dans le champ de audience ? Oui, c'est ça, hein, j'avais un doute. Oui. Je ne sais pas si ça marche, voilà. Oui, sinon on est complètement dans le champ d'audience, hein, la danse étant référencée comme spectacle vivant. Après, ce qui se passe là sur le terrain, c'est que en fait, déjà c'est assez nouveau, ça date de 2022. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça s'est fait un peu dans la précipitation. Et donc, moi, ce que j'ai observé du terrain, c'est que toutes les compagnies se sont mis à paniquer en disant « Oh, mon Dieu, il faut un référent !» Donc, en fait, tout le monde a fait comme il a pu, dans le temps imparti. Donc, effectivement, il y a eu des choses qui se sont mal faites. Là où c'est plus compliqué, c'est qu'il faut bien différencier une petite compagnie indépendante, d'accord, qui a un chorégraphe à sa tête, un chargé de diff qui est là 2 jours par semaine et des danseurs engagés au projet, et une compagnie plus grande importance où là, généralement, il y a peut-être des fois 5, 6, 7, 10 personnes au bureau. Et en fait, dans les faits, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'ils pensaient principalement à former sur les questions VHSS les gens au bureau, c'est-à-dire pas les danseurs, ou les intermittents, ou les techniciens, en tout cas, voilà. Alors que c'est eux qui font aussi vivre la création de la maison, on va pas se mentir. Mais bien souvent, ils l'adressaient majoritairement à ces gens dans les bureaux de l'administration. Mais justement, sur les petites structures, les toutes petites structures, vous parliez d'associations. Il y a plein d'endroits, en effet, où les écoles de danse, c'est une association. Souvent, il y a un président un peu conciliant, j'ai envie de dire factice, un ami qu'on a pris pour créer son association. Et puis, qui est l'employeur, mais qui est souvent une connaissance, et une salariée ou un salarié qui voire même pas. Et là, par exemple, si dans ce cadre-là, dans ces structures-là, il y a des violences, vers qui, comment, qui est le responsable dans ces cas-là ? Et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à mettre en place de manière transversale et extérieure, du coup, pour pouvoir gérer ces situations ? Madame Maclé, je voyais que vous étiez impatiente de répondre. Allez-y. Alors effectivement, je le rappelais dans mon propos introductif, 98% des compagnies contemporaines sont constituées en associations, donc, et sont majoritairement des toutes petites structures. Moi, je pense qu'il est un peu inutile d'obliger d'avoir un référent VHSS dans ces toutes petites structures. Par contre, ce qu'il faudrait faire, c'est arriver à créer un réseau, ou en tout cas une fédération de personnes qui soient extérieures à la compagnie, mais qui puissent être référents VHSS dans ces petites structures. Je sais qu'il y a bien souvent, ça s'est fait presque de manière naturelle. C'est ce que j'ai pu constater aussi dans les formations qui s'est passées. J'avais beaucoup de témoignages qui disaient, voilà, on s'est rendu compte qu'on faisait toute cette formation pour notre structure ou au nom de quelqu'un ou de quelque chose, mais en fait, l'idée, ce serait beaucoup mieux d'être référent sur d'autres cas. Ça nous permettrait d'être extérieur à la compagnie et ça permettrait... Donc en fait, il faudrait des réseaux de référents VHSS, mais encore faut-il qu'ils soient communiqués.
pardon, si c'est extérieur, il faut que les gens le sachent. Donc en fait, mais après, on pourrait faire une sorte de numéro national ou enfin de structure au moins ou départementale, peut-être régionale, à part peut-être région. nationale. Moi, je penserais bien pour l'échelon régional. Pourquoi ? Parce que il est plus intéressant dans le cadre des compagnies chorégraphiques. Moi, par exemple, je viens de Nouvelle-Aquitaine, qui est quand même une grosse région. On n'est pas non plus 50, on se connaît. On se connaît, on sait à peu près qui est, mais même si on n'a pas forcément de lien ou de contact avec les autres compagnies. Ça, c'est un autre problème de notre secteur, c'est qu'on a beaucoup de mal à se fédérer, ou en tout cas à se parler entre nous. On se parle très très peu entre pairs. Mais ça permettrait déjà d'avoir des référents communs qui puissent intervenir dans une ou l'autre structure sans passer par un grand numéro national. Mais en tout cas, pour moi, l'échelon régional, il serait plus intéressant. Un peu à la manière des inspecteurs du travail, même sans en avoir tous les pouvoirs, mais au moins pour pouvoir arriver de manière même impromptue dans des écoles, éventuellement. Exactement, oui, okay. Ça permettrait ça. C'est intéressant. Monsieur le rapporteur. Oui, juste, je voudrais revenir sur la typologie des violences dans le monde de la danse particulièrement, parce qu'on pourrait imaginer, et c'est là que vous allez peut-être me contredire, et que le monde de la danse où justement il y a une conscience de son corps, il y a une conscience peut-être avec 10 ans de formation de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, que ça ne soit pas trop des violences sexistes et sexuelles. Et j'ai plutôt l'impression, mais peut-être je me trompe complètement, que c'est plutôt, il y a beaucoup de violences morales, harcèlement moral, d'attitudes de management toxique. Voilà. Est-ce que je suis dans le faux, ou est-ce qu'il y a aussi quand même autant de violences sexistes et sexuelles, et peut-être que je me trompe complètement dans mon esprit habituellement bisounours? Alors, vous n'avez pas un esprit bisounours. Ce qui se passe, effectivement, moi, dans tous les témoignages que j'ai pu recueillir, et donc, du coup, avec le questionnaire, j'en suis à près d'une centaine, toutes et tous, parce que moi j'ai auditionné des hommes aussi, parlent effectivement d'abus de pouvoir. Tous. Et ils ont du mal à le relier à une violence sexiste et sexuelle. On est dans un rapport vraiment féodal, avec une figure charismatique. Alors on parle bien souvent de famille, hein. On dit, on parle d'un mécanisme familial où l'intime et le professionnel sont souvent mêlés, etc. Et évidemment, les abus, et d'ailleurs, dans les questionnaires qu'on a reçus, il y en a beaucoup qui m'ont dit, je ne parle pas des abus et d'harcèlement moraux, parce qu'on est sur le violence sexiste sexuelle. Donc voilà, pour eux, c'était soit on a été victime vraiment de ça, mais c'est pas la même chose. Alors qu'en fait, c'est juste préparer un terrain qui est propice à ça. Mais en tout cas, oui, chez nous, c'est très, très, très puissant, évidemment. Parce qu'encore une fois, absence de contre-pouvoir. Oui, et puis absence de contre-pouvoir, et encore une fois, des sous-jacents qui sont un ferment, un terreau fertile à l'émergence de violence. Enfin, même c'est presque intrinsèque. C'est-à-dire, dès lors qu'on vous dit de comment utiliser votre corps non-stop, en fait, pour la pratique d'un art, quelque part, où est la limite dans la tête des enfants ou dans la tête des adultes, je pense pas que ce soit si simple que ça de la mettre, d'où l'importance de rappeler les limites, parce que quel que soit l'art qu'on pratique, notre corps nous appartient toujours, toujours, jusqu'à la dernière minute. Bien, Madame Berthet. Oui, là-dessus, moi, je voulais juste reprendre un témoignage qu'on a recueilli dans le podcast, où c'est une violence qui est faite au corps, mais qui est un peu indirecte, mais qui émane vraiment des professeurs, où en fait notre témoin, à l'âge de 10 ans, est dans une école qui est attachée au Ballet National de Marseille, et c'est une excellente élève, elle danse très bien. Le seul problème, c'est qu'elle n'a pas le coup de pied qu'on attend. Le coup de pied, c'est la cambrure naturelle du pied. Oui, c'est ça. Apparemment, il doit faire une forme qui évoque un peu un coup de cygne. Bon, voilà. Elle ne l'avait pas. Ses professeurs lui ont demandé de forcer son pied par tous les moyens. Ça a cassé. Elle a fait le levier avec une armoire chez elle pendant des semaines, et elle s'est cassé les 2 pieds
À l'âge de 11 ans, elle a subi des opérations et elle a mis des semaines à remarcher. Finalement, comme elle ne pouvait plus danser aussi bien qu'avant, on s'est désintéressé d'elle. Donc, elle est partie à la fin de l'année. Elle a réintégré, on va dire, le système scolaire normal. Et elle est revenue à la danse, mais beaucoup, beaucoup plus tard. Hein, et autrement, et cassée, en fait, comme elle le dit, quoi. Donc, ça, c'est une forme de violence aussi. Alors, on peut dire, oui, elle n'était pas obligée. Elle n'était pas obligée, sauf que ses professeurs lui disaient est-ce que tu forces tes pieds ? Est-ce que tu forces tes pieds ? Il faut que tu forces tes pieds. Bon, voilà. Mais il lui a pas dit comment. On lui a demandé. On lui a juste dit, voilà. on lui a demandé de. Pardon. On est tous les deux. Oui, pardon. On lui a demandé de forcer avec des lanières, des poids. Enfin, déjà, il y avait des exercices à la base qui n'étaient pas indiqués. Et cette histoire de levier avec l'armoire, avec Lola, on en a parlé, c'est très répandu, très courant. Voilà, oui, tout le monde fait oui, c'est connu. Et vous voyez bien que quand vous racontez cette histoire sur les pieds, qui est très intéressante, quand un professeur tient la main, ça paraît complètement anodin, quelque part, d'une certaine manière, par rapport à se mettre une armoire sur les pieds. Enfin, je veux dire, la limite, elle est complètement dépassée, floutée ou invisibilisée, en tous les cas. Donc, forcément, parce que je reste quand même sur le témoignage dont vous parliez à 15 ans, parce qu'on a beaucoup de témoignages dans cette commission sur des jeunes adolescentes. Mais Judith Godrèche en est l'exemple, Adèle Haenel en est un autre, et puis plein d'autres encore derrière, qui disent « mais moi j'avais 15 ans, oui, c'était un grand réalisateur, oui, c'est un professeur de danse, j'avais l'impression d'être l'élu à ses yeux, et donc évidemment je me suis laissée prendre et j'ai pas su dire non, et c'est aujourd'hui que je sais mettre les termes. » Je rappelle quand même qu'à chaque fois c'est aux adultes d'encadrer, et là sur l'histoire du coup de pied, pour moi il me semble même tout à fait incongru que des adultes puissent proposer des exercices à leurs enfants, précisément pas aux enfants mais aux élèves, en dehors de leur surveillance. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment qu'un élève tout seul dans sa chambre peut faire des bêtises, et sur des choses aussi sensibles et aussi fortes et aussi destructrices potentiellement que cela, il est vraiment, à mon avis, impossible que des enseignants demandent sans surveillance des exercices de ce type. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Oui, tout à fait. Mais normalement, quand on enseigne la danse, on doit passer un diplôme d'État, et on parle de ça aussi quand même, normalement. Un peu. Ah si, non. Mais peut-être classique. Moi, je viens du contemporain, donc peut-être que c'est un peu différent, je ne sais pas. En tout cas, dans un diplôme d'État ou dans un CA, on parle aussi dans la pédagogie, on parle aussi du respect de l'élève et de l'effort, mais pas d'aller trop loin. Enfin, je sais pas, on en parle quand même. Mais en classique, je sais moins, en fait. Parce qu'en classique, il y a une esthétique particulière qu'il faut atteindre, le coup de pied, etc. Donc, tout est bon pour atteindre le coup de pied. Je sais pas, mais on en parle normalement. Après, c'est au professeur de prendre la mesure et de s'en emparer. Enfin, c'est évident que casser un pied, ça n'a aucun intérêt. Ah ben non, ça n'a aucun intérêt. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous sauriez nous donner une échelle de salaire pour des danseurs et danseuses en dehors des formations de type Opéra de Paris, où j'imagine que les salaires sont assez différents d'ailleurs, mais à peu près dans une région, combien Alors, la plupart, dans le milieu contemporain, la plupart des danseurs exercent sous le régime de l'intermittence. D'accord. Il y a très peu de cas de danseurs contemporains permanents. Il en existe un petit peu sur les 19 centres chorégraphiques nationaux que je citais tout à l'heure. Il y en a 4 où il y a des danseurs permanents à l'intérieur, mais ils sont encore une fois plutôt d'esthétique classique. Hein. Ils viennent de cet univers-là. Pour les danseurs contemporains, écoutez, en fait, le constat, il est un peu implacable. C'est-à-dire que vous avez compris que c'était pas un métier facile, qu'on était soumis à plein de brimades et de choses diverses et variées, et qu'en plus, ce n'est pas rémunérateur. Vraiment, pourquoi on y va? C'est quand même très étonnant. Donc, non, ce n'est pas rémunérateur. On atteint peut-être... encore une fois, ça va dépendre. Plus on travaille, plus on gagne de l'argent. Mais le problème, c'est que plus on travaille, plus on se coupe d'autres problèmes. Et le travail d'un danseur est découpé en deux périodes. Le temps de création,
où là on est en studio et on travaille du lundi au vendredi généralement. Et après il y a la diffusion du spectacle. Donc une fois que le spectacle est diffusé, il part en tournée. Et donc des fois, on accepte un autre contrat, on n'est plus disponible pour la tournée du spectacle qui a été créé avant. Et voilà, il y a des conflits comme ça. Donc du coup, on peut abandonner un projet, on peut se retrouver avec tout d'un coup une chute de revenus parce que le spectacle on s'était donné, et finalement il ne tourne pas. Mais on avait refusé d'autres contrats en se disant je vais le laisser pour voilà. Donc moi c'est très difficile, mais on va pas se mentir, on est au niveau du SMIC, hein, pas beaucoup plus, hein, pas beaucoup plus. Monsieur le rapporteur, vous vouliez... Non, on a vu beaucoup de choses. Évidemment, on pourrait en approfondir d'autres. En réalité, là, ma question m'a échappé en vous écoutant. J'avais une question avant, mais elle m'a échappé. Ouais, vas-y. Ok, on va faire... C'était intéressant pour le compte-rendu, cette intervention. On va la laisser. Là, vous pourrez l'enlever quand même. Alors, ensuite, et donc ça c'est pour les danseurs et sur les enseignants. Alors vous dépendez du ministère de la Culture, on est d'accord, donc des DRAC, d'accord. Est-ce que les écoles ont des moyens, évidemment la manière dont je vais poser la question, vous allez répondre non, mais des moyens suffisants aussi pour financer des référents? Parce qu'en fait, un des sujets des référents violences sexistes et sexuelles, parce qu'en fait, un des sujets, c'est comment sont financées ces personnes. Donc alors on peut imaginer que ce soit la région qui finance, la DRAC en région, que ce soit le conseil régional, que ce soit le ministère de la Culture. Bon, il y a plein de solutions. On peut aussi imaginer, comme c'est pour le cas pour le cinéma, que ça finisse sur les structures, ce qui représente un emploi. Et est-ce que, selon vous, les écoles auraient les épaules pour ça? Et dites-le bien fort, histoire qu'on trouve d'autres solutions. Alors encore une fois, les écoles, ça dépend de quelle école on parle. Est-ce qu'on parle d'un conservatoire? Est-ce qu'on parle d'une école supérieure? Est-ce qu'on parle d'une association? Voilà. Je ne peux pas me faire le porte-parole de ces institutions, mais a priori, pas vraiment. En tout cas, je dirais que non. Mais je ne parle que pour moi et je ne suis pas représentative de ce secteur. Ok, monsieur le rapporteur, avez-vous retrouvé votre question? Non, j'ai toujours pas trouvé ma question, mais sur la question du financement, par contre, c'est toujours un peu embêtant de faire porter sur la puissance publique, sur l'argent public, des choses qui sont de l'ordre du droit du travail que nous devons chacun et chacune respecter. C'est un sujet qui... Enfin, moi, si on se met à trouver des moyens de pallier les lacunes d'un certain nombre de choses, ça va devenir difficile, quoi. Donc la question des formations, formation, je pense que le tronc commun, ça appartient pour le coup à la puissance publique, et à mon avis on doit pouvoir ajouter des troncs communs un peu costauds. Il y a plein de gens qui savent faire maintenant pour que sur les violences sexistes, sexuelles, morales, sur le management, sur la pratique, la pédagogie, on avance. Comment on rattrape entre guillemets sur la formation continue, ça c'est un autre sujet. Et ensuite le sujet, alors oui, il y a peut-être un sujet, c'est une piste, c'est la question de la conditionnalité des aides, c'est-à-dire que les structures aient des règles précises écrites, un protocole précis écrit, protocole sur la prévention, protocole sur le respect évidemment d'un certain nombre de prérequis, et protocole aussi sur comment est géré un éventuel signalement, un éventuel conflit. Je pense que la musique a fait des choses dans ce sens-là. Il faut voir si la danse, il y a une possibilité de calquer tout ça.
Moi, parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir une réponse, mais peut-être elle n'était pas suffisamment claire, sur l'évolution. Est-ce que vous sentez que ça évolue vraiment? C'est-à-dire que est-ce que vous sentez qu'il y a une transformation? Est-ce que pour Madame Maclay qui pratique depuis un peu plus longtemps, est-ce que vous voyez, excusez-moi, hein, c'est du lagisme, est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution? Et pour les autres qui visiblement ont aussi un peu d'expérience, est-ce que vous sentez l'évolution vraiment? Est-ce que les choses s'améliorent? Et quand ça ne s'améliore pas, qu'est-ce qui bloque sur les améliorations? Madame Maclay. C'est moi. Regardez. Hop. Voilà, ça y est, c'est bon. Je ne sais pas si ça s'améliore, pas encore, mais on en parle plus. Donc ça commence par ça, je pense. Moi, je voulais parler, quand je parlais de parole tout à l'heure, c'est ça, il faut arriver à ce que... c'est un peu le terme, la parole se libère, j'ai l'impression que je dis un truc. Mais il faut que les gens qui se sentent victimes puissent en parler, il faut que les gens qui sont témoins d'abus puissent en parler. Et en face, il faut des gens qui les écoutent. Je pense que ça passe par là. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur les blagues racistes qui sont de moins en moins présentes, je pense que c'est aussi un cheminement. Il ne faut pas lâcher, quoi. Il faut continuer à en parler, il faut statuer, il faut légiférer. Et sanctionner. Légiférer, je ne sais pas. Et sanctionner. Oui, et sanctionner, mais il faut surtout permettre aux gens qui sont témoins ou qui sont d'en parler. Il faut en parler, quoi. Enfin, moi, je pense que... Donc, je ne sais pas si ça s'améliore dans ce sens-là, parce qu'on en parle plus. Merci beaucoup pour cette audition. Merci pour votre temps. Si vous avez des choses complémentaires à nous transmettre, n'hésitez surtout pas. On est preneur de... Ouais. Oui, vos camemberts nous intéressent. Et si vous avez d'autres choses encore en plus après à nous envoyer, vous pouvez nous les envoyer, mettons, jusque mi-février. Voilà.